Le podcast d'aujourd'hui fait suite à la vidéo que j'ai postée fin mai sur l'amour, dans laquelle j'ai parlé de notre nature aimante et du fait que nous avions tendance à nous en extraire, expérimentant l'amour de façon conditionnelle. Nous allons aborder deux questions importantes qui sont liées. Premièrement, si l'amour est notre nature, pourquoi fait-il souffrir? Deuxièmement, d'où provient l'amour conditionnel? Bonjour, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Je suis très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vois pas les semaines passer. Tout ce nettoyage que nous vivons collectivement, individuellement, nous amène de plus en plus à cultiver notre présence. Et il y a quelque chose d'étonnant pour l'intellect. En cultivant la présence, une seconde peut nous faire ressentir l'éternité et en même temps, les semaines défilent, comme si le temps se contractait tout en un seul point. En tout cas, j'espère que vous avez profité de votre été. Personnellement, j'ai senti une énergie intense dans l'air, mais qui me poussait plus à l'intériorisation, l'intégration qu'à l'action. Encore un phénomène étonnant pour l'intellect. Alors, venons-en au sujet du jour, l'amour. Ah, l'amour. L'être humain aime tant aimer et être aimé. Mais alors, pourquoi l'amour fait-il mal? Notre littérature, nos films, nos chansons sont emplis d'histoires qui associent amour et souffrance. Comment est-ce possible que quelque chose de si beau puisse être source de tant de souffrance? En fait, la souffrance est nécessaire. Elle nous montre que nous nous sommes désalignés de notre nature. Prenons une image. Sur les voitures modernes, lorsque nous nous garons, il y a un signal sonore qui nous avertit que nous nous approchons trop près d'un autre véhicule. Plus nous sommes près, plus le signal augmente en intensité. Eh bien, la souffrance, elle, est à la hauteur de notre éloignement par rapport à l'amour. Elle nous pousse donc à vouloir revenir à notre point d'origine. Ce qui fait souffrir n'est donc pas l'amour, mais notre éloignement par rapport à celui-ci. Avec tout ce que nous avons déjà abordé précédemment, vous avez sans doute conscience des nombreuses projections qui interfèrent dans les relations de couple. Souvent, il n'y a même pas d'amour. Les gens cherchent inconsciemment à réparer leur passé, à combler des manques, et ils rencontrent une personne avec laquelle ils vont pouvoir jouer à ce jeu. Car oui, d'une certaine façon, c'est un jeu, puisque l'autre va en quelque sorte jouer un rôle. Peut-être à ce sujet, connaissez-vous les constellations familiales, méthode thérapeutique qui traite les mémoires passées, les problématiques transgénérationnelles. Des personnes participant à la séance vont jouer le rôle de votre père, de votre mère, d'un ancêtre, et cela va créer une dynamique qui va permettre de faire remonter des blessures, d'amener des prises de conscience. Eh bien, une relation, c'est un peu la même chose. La plupart du temps, sans en avoir conscience, l'autre va être un point d'appui pour accéder à votre passé non résolu, tout comme vous jouez ce rôle pour cet autre. Ainsi, une personne qui s'est construite sur la peur de l'abandon va se mettre avec quelqu'un qui semble peut-être de premier abord combler son vide en s'intéressant à elle, mais qui, une fois la relation entamée, va faire peu attention à elle, va peut-être même porter son attention ailleurs, et ainsi l'abandon va refaire surface. Si la personne a conscience de ce qui se joue, elle va pouvoir profiter du fait que sa blessure revient à la surface pour enfin la traiter. Autre exemple, une femme qui a subi des formes de violence, d'abus et qui se met avec un homme qui représente une forme de sécurité.
que ce soit par sa stature, ses revenus, peu importe, mais qui va finalement la négliger, voire carrément la maltraiter à son tour. Les schémas sont plus ou moins visibles. Ils ont plus ou moins d'impact selon la profondeur des blessures, des manques qui attendent d'être traités. Mais les relations humaines, et en particulier les relations de couple, sont emplies de ce genre de schéma. Souvent, évidemment, l'autre va représenter l'un de vos parents. Typiquement, la femme qui a eu un père insécurisant va chercher un homme qui le renvoie à son père pour espérer réparer ce manque. Le problème, comme il n'y a pas de conscience de ce qui se joue, la personne reste à la première étape. C'est-à-dire qu'elle va choisir quelqu'un qui joue le rôle de son père, mais elle n'est pas en mesure de passer à la suite, à savoir la guérison. Elle peut aussi choisir quelqu'un qui lui paraît à l'opposé de son père pour tenter de combler, mais en vain. Ou encore une personne qui a manqué d'amour enfant et va être attirée par des gens qui ne l'aiment pas, ou qui va saboter sa relation dès que des marques d'amour vont se présenter. Derrière ces schémas qui se rejouent, il peut bien sûr y avoir une réelle base d'amour qui réunit d'abord les deux êtres. Mais souvent, les attirances ne sont que le fruit de forces en présence qui cherchent à se réguler. Et en admettant qu'il y ait un amour véritable entre les deux, il y a des moments où les peurs, les émotions non guéries prennent le dessus. Alors, l'amour, délicat par essence, se fait alors oublier sous la tornade psycho-émotionnelle. Évidemment, lorsqu'une personne expérimente un état négatif, elle n'est généralement pas en mesure de l'accueillir, que ce soit par manque de conscience de ce qui se joue ou par manque de pratique. Elle entre alors en résistance, pas seulement par rapport à l'extérieur, cet autre qui a déclenché cette tempête interne et qui n'est en fait qu'un miroir qui lui permet d'explorer ce qu'il y a en elle, mais donc également par rapport à ce qu'elle ressent à l'intérieur. Cette résistance, comme dans le domaine des circuits électriques, produit une friction, un échauffement. C'est la souffrance. Même si les autres sont essentiellement des miroirs, je précise bien sûr que s'ils commettent un acte dans la réalité qui met en danger votre intégrité physique et ou psychique, il est bien sûr important d'agir également au niveau réel. Nous en avons déjà parlé en détail, il s'agit de guérir au niveau symbolique et d'agir au niveau réel. Simplement, avant de refermer cette parenthèse, et notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, voyez que dans la grande majorité des situations négatives que vous vivez, il n'y a aucun danger au niveau réel. Vous vous sentez affecté simplement parce que la situation que vous vivez fait écho à quelque chose qui n'est pas guéri en vous. Le deuxième point, la deuxième question, pourquoi l'amour est-il généralement expérimenté de façon conditionnée? L'amour conditionnel est à la fois la conséquence de notre éloignement de notre nature, puisque, ayant perdu l'amour, on pense devoir remplir certaines conditions pour l'obtenir, et la garantie d'en rester éloigné. On peut donc l'aborder sous plusieurs angles. Déjà, pour commencer, l'angle de la condition humaine. Celle-ci implique évidemment l'oubli de notre nature. Nous avons déjà utilisé l'image de l'océan qui fait l'expérience de lui-même à travers les gouttes d'eau. Pour expérimenter l'état de la goutte d'eau individualisée, il faut oublier que nous sommes l'océan. D'ailleurs, les bébés reflètent très bien cela. Ils sont encore puissamment reliés
alors au tout en quelque sorte. Ils sont puissamment reliés à leur environnement. Ils n'ont pas développé le sens du soi, de l'individualisation. Un jeune enfant est une éponge. C'est pourquoi il n'a pas de recul émotionnel. Il voit un personnage terrorisé dans un film, il ressent la terreur comme si elle était sienne. D'où les dégâts que peut faire la télé sur les enfants. Du point de vue de la condition humaine, on pourrait dire que la maturité de la conscience arrive lorsque la goutte d'eau a pleinement conscience de sa double nature, à la fois goutte et océan. En expérimentant seulement la perspective de la goutte, elle se vit comme isolée et fragile, les peurs l'assaillent. Mais si elle fusionne de nouveau avec l'océan et ne s'identifie qu'à lui, elle ne peut plus faire la myriade d'expériences que l'individualisation permet. Le jeu est terminé. Ensuite, voyons ce qui se joue du point de vue de la structuration mentale. L'amour conditionnel est bien sûr en lien avec le manque d'amour ressenti pendant l'enfance. Étant coupés de notre nature originelle, nous cherchons à compenser par l'extérieur. Comme nous l'avons vu, pour faire l'expérience de la goutte d'eau, il faut oublier que nous sommes l'océan. D'une façon similaire, le bébé, pour s'individualiser, doit se distinguer de sa mère. Comme vous le voyez d'ailleurs, qu'on sorte de l'océan ou de la mer, c'est la même chose. D'ailleurs, dans le ventre de notre mère, n'étions-nous pas dans du liquide? Alors, comment notre esprit humain va réagir? Cette soif d'amour est inévitable, puisque c'est notre nature. Plus nous nous en éloignons afin de vivre notre expérience individualisée, et plus nous avons soif de cette source. Qu'est-ce qui représente essentiellement la source d'amour pour un bébé? Sa mère, dont il est issu. Elle est donc son point de référence par rapport à l'amour. Et, représentant l'amour, elle est perçue comme garante de sa survie, tout comme le père, de son côté, garantit la survie en assurant essentiellement la sécurité de l'enfant. Ne pouvant remettre en cause cette source, si l'enfant ne perçoit pas l'amour qu'il attend, il va s'en rendre responsable. Imaginons que sa mère, malgré toute sa bonne volonté, ne puisse pas répondre à son besoin d'attention car elle travaille beaucoup, ou son besoin d'affection car elle-même n'a pas été habituée à l'expression de la tendresse. L'enfant va alors associer cela à un manque d'amour. Évidemment, le manque est à la hauteur du dysfonctionnement. Un enfant battu par sa mère est confronté à un paradoxe énorme entre l'amour que sa mère est censée représenter et ce à quoi il est confronté en réalité, à savoir un comportement destructeur. Dans tous les cas, ne pouvant remettre en cause sa mère, il se rend coupable de ce qu'il subit, se faisant croire qu'il ne mérite pas l'amour. Bien sûr, il ne peut se priver indéfiniment de cette source essentielle à sa survie. Il va alors chercher à en mériter l'accès. C'est là qu'apparaît, dans la structuration mentale, la conditionnalité de l'amour. Autrement dit, que puis-je faire pour mériter l'amour? Certes, en se développant, en grandissant, l'enfant va pouvoir prendre conscience de dysfonctionnements qu'il subit. Par exemple, il va réaliser que sa mère est une personne violente et que ça n'a rien à voir avec lui. Mais cela ne change généralement rien. Le mal est fait. Inconsciemment, la personne s'est structurée sur le mensonge qu'elle ne méritait pas l'amour, qu'elle méritait d'être violentée, etc. Comme la façon dont nous vivons nos expériences est influencée par la façon dont nous nous percevons à travers
nos croyances profondes sur nous-mêmes, généralement inconscientes, la personne va vivre des expériences qui vont lui confirmer ce qu'elle croit au fond d'elle. En effet, elle va réagir aux situations d'une certaine façon, ressentir des émotions passées qui vont se déclencher dès que sa peur de manquer d'amour va se réactiver, et, dès lors, adopter des comportements néfastes qui vont engendrer des conséquences pourtant non désirées à un niveau conscient, mais qui ne font que refléter ce qu'elle a mis en place au fond d'elle à partir de ses expériences passées. Par ailleurs, si la personne se construit par rapport aux expériences qu'elle vit de façon directe, elle est aussi influencée par l'inconscient collectif. Celui-ci et les individualités qui le composent se nourrissent mutuellement, avec en toile de fond notre condition humaine qui nous a amenés à oublier notre nature. Par conséquent, l'aspect conditionnel de l'amour a donné lieu, au fil du temps, à de nombreux conditionnements sociaux et culturels qui supposent qu'il faut correspondre à des critères pour être aimé. On est là aussi arrivé à des excès. Par exemple, récemment, j'ai vu, et en particulier aux USA visiblement, que des mouvements, des tendances avaient émergé concernant la place de l'homme. On a souvent dit que les hommes ne comprenaient pas les femmes, mais maintenant des hommes et aussi des femmes montrent que l'inverse est tout aussi vrai. Des femmes se lamentent sur les réseaux, expliquant qu'elles font des efforts énormes pour séduire, mais que ça ne fonctionne pas. Il s'avère en fait que ce qu'elles mettent en avant n'est pas ce qui intéresse la majorité des hommes. La superficialité ne les intéresse pas. Ils veulent des choses simples, comme avoir une relation vraie avec une personne authentique, se soutenir mutuellement, vivre de façon paisible. On voit ainsi que ces femmes qui se sentent perdues n'ont fait qu'appliquer ce qu'elles avaient appris dans les films, les magazines, etc. Elles ont été programmées, sans s'en rendre compte, depuis leur enfance, par des modèles qui n'ont pas de lien avec le réel. Le problème, omniprésent dans nos sociétés modernes, c'est que les modèles, qui ne sont que des représentations du monde, ont pris le dessus sur le réel. Comment faire le tri? Encore une fois, plus vous vous écartez de votre nature, et moins vous êtes en position d'équilibre. Autrement dit, plus vous vous sentez fragilisé, mal dans votre peau, etc. Ceci nous ramène au cœur de notre sujet. Vous comprenez maintenant que lorsque vous avez l'impression de souffrir par amour, en fait, c'est que vous vous en êtes éloigné. Vous souffrez par manque d'amour. Alors peut-être que vous allez rétorquer, ben oui, justement, il ou elle ne m'aime plus. Eh bien dans ce cas, cela montre bien que vous avez encore besoin de l'autre pour combler quelque chose en vous. Ce n'est pas votre nature qui souffre, c'est votre structure qui s'est éloignée de votre nature. C'est fondamental d'intégrer cela, car tant que vous associez amour et souffrance, et que vous greffez sur cette association des croyances du style ça finit toujours pareil, les histoires d'amour finissent mal, vous continuerez de répéter les mêmes schémas néfastes. Comprenez aussi que plus la coque qui enferme votre cœur et vous éloigne donc de l'amour est épaisse, plus la vie risque de taper fort pour la briser. Donc plus ça va faire mal. Avoir mal n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est le signe que votre coque se brise. C'est pourquoi certains disent que l'on ne peut vraiment aimer si l'on n'a pas eu le cœur brisé.
En fait, ce n'est pas le cœur qui se brise, c'est la coque liée à la structure égotique. C'est elle qui souffre. D'autres diraient que le cœur humain peut alors laisser place au cœur divin. Au moment où ça se produit, soit vous refusez le processus en vous repliant encore plus sur vous afin de ne plus ressentir ce qui vous fait mal, et en faisant cela, vous remettez une couche, comme si vous colmatiez la fissure dans la coque, lui permettant de rester en place et de se renforcer, si bien que vous allez dépérir à petit feu, puisque vous serez coupé de cette force qui anime votre âme, soit vous vous rendez, non pas de façon passive, mais en vous offrant activement au processus. Vous laissez l'amour déchirer le voile que votre structure a mis en place. Je précise que tout le monde n'a pas la même épaisseur de coque. Certains auront besoin de retirer la coque avant de pouvoir ressentir ce qu'est l'amour. D'autres en ont déjà un bon aperçu. Certains, comme cela a été mon cas d'ailleurs par le passé, ont une coque épaisse au niveau de la structure et ont bien du mal à s'ouvrir à l'amour humain, mais en même temps ont conscience de ne pas être cette structure. Ayant conservé le souvenir de leur essence, ils peuvent ressentir l'amour à un autre niveau. Un peu comme quelqu'un qui ferait des excursions au-dessus des nuages et verrait régulièrement le soleil briller de toute sa splendeur, mais qui, dans sa vie quotidienne, vivrait au niveau du sol en dessous des nuages et ne pourrait faire l'expérience de cette lumière intense avec d'autres. C'est à la fois une chance, car de telles personnes n'ont jamais vraiment perdu de vue leur essence, mais également une difficulté supplémentaire, car ce qu'elles vivent au niveau humain peut leur paraître bien fade et manquer de sens. Dans tous les cas, nous allons ressentir l'appel de notre nature. Et si nous voulons en faire l'expérience, notre structure va devoir l'intégrer. Si vous recherchez cette source d'amour en vous, que vous vous autorisez à incorporer plus d'amour chaque jour, que vous nourrissez l'amour sain de vous-même, il arrivera un moment où il n'y aura plus rien à combler. Donc, plus de manque, plus de souffrance. Il y aura parfois des sortes de rappels pour vous montrer quelques zones qui restent à nettoyer, ou simplement parce que vous vous serez laissé happer par l'extérieur, mais il vous sera alors nettement plus facile de vous recentrer et de retrouver la légèreté du cœur. Encore une fois, si les peurs que vous portez vous semblent trop lourdes, les blessures trop profondes, si dans certaines situations vous avez l'impression d'être emporté dans un tourbillon émotionnel incontrôlable, il est important de vous faire aider, que ce soit par moi ou un autre thérapeute adéquat. Si besoin, je vous rappelle que mes coordonnées sont dans le descriptif du podcast. Une fois les libérations effectuées, il sera plus facile pour vous d'apprendre à ressentir l'amour, peut-être même de comprendre ce que c'est. En tout cas, sachez que votre nature vous permet de faire pleinement l'expérience de l'amour, et quelle que soit sa forme d'expression. Vous le savez, on parle d'amour familial ou fraternel, amical ou dans le sens amoureux, car ce ne sont que des variations d'une même force. Tout comme les couleurs de l'arc-en-ciel ne sont que des façons d'expérimenter la lumière une. De même, vous pouvez ressentir l'amour en regardant un coucher de soleil,
une plante, en jouant avec votre animal de compagnie, en créant quelque chose, en pratiquant une activité que vous aimez, simplement en cuisinant. Vous pouvez aussi ressentir l'amour d'être en vie. Et à partir de là, cette force peut émerger dans tout ce que vous faites. Même l'employé de guichet peu sympathique auquel vous avez affaire devient une occasion d'en faire l'expérience. Alors bien entendu, en tant qu'être humain, la relation amoureuse nous permet une intensité particulière. C'est évident. Pourquoi? Car dans ce cas, nous allons profondément dans la relation à l'autre. En nous ouvrant pleinement à cet autre, le miroir peut nous renvoyer des parts de nous plus profondes que nous n'avons pas l'habitude d'explorer. En ouvrant notre cœur à l'autre, nous faisons l'expérience de l'amour qu'il y a en nous. En vérité, ce que nous aimons, ce n'est pas l'autre. L'autre nous permet de ressentir l'amour qu'il y a en nous, qui est notre nature. Et pourtant, les gens souffrent lorsque quelqu'un qu'ils aimaient les quitte, car ils continuaient de regarder vers l'extérieur. Ils ont l'impression qu'ils ont tout perdu, que leur vie ne sera plus qu'un vide absolu. Et puis un beau jour, ils rencontrent un nouveau miroir qui leur permet de nouveau de ressentir. Si vous compreniez et intégriez que cet amour que vous ressentez à travers l'autre, c'est votre nature dont vous faites l'expérience, vous ne seriez plus jamais dépendant de l'extérieur pour le ressentir. Et d'une façon qui peut paraître paradoxale, c'est lorsque vous n'avez plus besoin de l'autre que vous pouvez vivre pleinement votre amour avec un autre. Il n'y a plus de vide à combler. Vous ne cherchez plus à être nourri, empli par l'autre. Vous êtes en mesure de partager l'amour que vous êtes inconditionnellement, puisque vous ne projetez plus sur l'autre vos propres conditions. Car oui, le mouvement s'effectue dans les deux sens. Lorsque vous croyez que vous devez mériter l'amour, vous donnez également le vôtre de façon conditionnelle. L'autre doit satisfaire à vos attentes, sans quoi vous lui faites payer d'une façon ou d'une autre. En retrouvant l'inconditionnalité, vous donnez librement et vous vous autorisez également à recevoir entièrement ce que l'autre vous offre, sans retenue, sans peur, sans croyance que vous ne méritez pas. Et vous êtes en mesure d'en profiter réellement, puisque vous n'en avez plus besoin. Voilà pour aujourd'hui. Si le contenu vous a inspiré, je vous conseille vivement de prendre vraiment le temps d'intégrer. C'est important. Le mental oublie vite. Il n'y a que l'intégration par la répétition qui nous permet de changer nos modes de fonctionnement. Pour vivre l'expérience humaine, nous avons dû nous éloigner de notre nature. Revenir à elle, c'est donc le chemin opposé. Cela nous amène à modifier complètement notre focalisation. Comme un sportif qui s'entraîne encore et encore, ou un musicien qui répète sans cesse ses gammes, vous devez apprendre à utiliser votre esprit, votre énergie, pour les orienter dans un sens qui vous nourrit en profondeur. Vous pouvez bien sûr partager vos impressions dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on s'enrichit tous mutuellement. De même, vous pouvez poser vos questions et pensez également à liker et partager afin de nourrir cet élan de conscience. Je vous souhaite une très belle expérience de l'amour. À bientôt.